Premier point, commençons déjà par définir, si vous voulez bien, définir ce qu'on entend par hypersensibilité. On parle aussi de haute sensibilité. Donc l'hypersensibilité, ou comme ça a été décrit en son temps, a commencé dans les années 90, 2000, on parle aussi de sensory processing sensitivity. On le caractérise, donc on la caractérise, cette hypersensibilité, par ce qu'on appelle un trait de personnalité. Certains parlent de trait neurobiologique, vous comprendrez pourquoi. Mais on parle de trait de personnalité, qui est caractérisé par une sensibilité accrue du système nerveux central, mais de manière plus générale par la personne, et on verra de la manière comment ça se manifeste, à la manière de traiter à la fois les stimuli internes et externes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on entend par hypersensibilité, voyez, ne relève pas d'une pathologie, d'une maladie, mais c'est un trait inné, une prédisposition, on va dire, présente chez une personne qui ne relève pas d'un trouble psychiatrique. C'est important de le préciser parce que parfois il y a des confusions. Savoir que cette hypersensibilité, elle est présente souvent dès la naissance, vous voyez, dans environ 15 à 20% de la population. Elle n'est pas spécifique, cette sensibilité accrue n'est pas spécifique à l'espèce humaine, puisqu'on la retrouve dans ces critères, on la retrouve dans d'autres types d'espèces, et notamment des espèces, des espèces animales. Et cette hypersensibilité en soi, elle est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend dans la manière dont la personne, à la fois, est en capacité de prendre appui, de l'utiliser comme un atout, et bien sûr, dans quel contexte elle s'inscrit, cette hypersensibilité. Mais évidemment, nous aurons l'occasion tout à l'heure de le développer. Voilà quelques points clés qu'il est important de retenir et de comprendre dès maintenant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, je commençais à vous parler, notamment dans le petit quiz, du premier modèle qui a été développé par Helen Awan dans les années 90, mi-90, début 2000. Elle a développé un modèle qui s'appelle le modèle DOES, D-O-E-S, et qui signifie, évidemment, c'est un acronyme, et qui signifie quelque chose, s'intéressant particulièrement à l'anxiété, aux personnes anxieuses, aux personnalités anxieuses. Elle s'est rendue compte, évidemment, même s'il peut y avoir des points communs, des comorbidités avec l'anxiété, mais elle s'est rendue compte que certaines personnes présentaient des caractéristiques qui étaient bien spécifiques, et elle a commencé à développer une description clinique qui répond à ce modèle et qu'on retrouve selon ces caractéristiques que l'on trouve chez les personnes dites hypersensibles. Le premier pilier, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la profondeur de traitement. En fait, c'est la capacité qu'ont ces personnes à avoir un traitement approfondi de l'information. Et ces personnes, souvent, un des traits de caractère est qu'ils ont une réflexion, une manière de penser qui est à la fois lente, mais ce n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire que besoin de prendre son temps dans une vision plutôt analytique et une réflexion complexe, c'est-à-dire la capacité à associer plusieurs éléments les uns avec les autres et de laisser émerger comme ça des idées. Donc, c'est une des caractéristiques. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne possèdent pas cette capacité ou ces compétences ou ce trait-là, mais c'est un trait que l'on retrouve particulièrement, qui est particulièrement saillant dans l'hypersensibilité. Un autre trait qu'elle a repéré aussi, est ce qu'on appelle donc l'hyperstimulation, qui correspond dans sa traduction à une surcharge sensorielle et émotionnelle qui est plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a un degré de saturation, vous voyez, comme si le seuil de tolérance sur la capacité que l'individu a à absorber des informations sensorielles et émotionnelles, eh bien, partons du principe que comme si le seuil était un peu plus bas et que la personne va se sentir très vite surchargée ou sursaturée par ces informations. Troisième pilier de ce modèle, développé par Helen Awan,
Il s'agit de la réactivité émotionnelle intense et l'empathie élevée. Alors, encore une fois, c'est important pour moi de préciser que l'empathie n'est pas réservée, n'est pas le domaine réservé de l'hypersensibilité, mais à l'inverse, il se trouve que quelqu'un que l'on caractériserait, que l'on décrirait comme étant hypersensible ou faisant preuve d'hypersensibilité, eh bien, effectivement, a un degré d'empathie et qui est un peu plus élevé que la moyenne dans la population générale, et une réaction, une réactivité émotionnelle, c'est-à-dire la manière de réagir émotionnellement face aux événements, qui est un peu plus importante, un peu plus élevée. Et puis enfin, ce quatrième pilier, concernant l'hypersensibilité, eh bien c'est ce qu'on appelle cette sensibilité à la perception fine des détails et des nuances. Donc on observe particulièrement chez les personnes hypersensibles cette tendance, cette capacité à avoir le souci du détail et d'être très précis, pouvant être parfois un détail pointilleux et pointer des détails que peut-être d'autres ne seraient pas amenés à voir. À titre d'exemple, vous voyez, je mets quelques illustrations cliniques à chaque fois. Vous avez l'exemple d'une personne qui s'appelle Marc, qui a 32 ans. Donc c'est un peu une situation qui regroupe toutes les informations qu'on vient de citer. Et Marc, par exemple, quelqu'un qui est venu consulter, qui consulte pour épuisement professionnel, d'autres diraient pour burn-out. Donc Marc décrit une fatigue assez intense après ses journées lorsqu'il travaille en, vous savez, en espace ouvert, en open space. L'entretien révèle qu'il perçoit simultanément les conversations de ses collègues et en même temps le bruit de la climatisation et en même temps les odeurs de café, et qu'il ressent, donc c'est un vécu subjectif, les tensions dans son équipe. Il passe ses soirées seul parce qu'il a besoin de décompresser. Vous voyez, dans sa description, Marc relève et présente ce qu'on a les 4 piliers de ce modèle pionnier, à savoir un traitement profond de l'information. Il est capable, il anticipe, il est beaucoup dans la résolution des problèmes. Une sursaturation rapide, par exemple la fatigue en open space. Une capacité empathique, une empathie élevée. Il ressent très vite, très fortement les tensions, même lorsqu'elles sont impalpables ou invisibles, imperceptibles. Et il a une sensibilité aux détails, le bruit, les odeurs. C'est-à-dire, c'est comme une caisse de résonance et une capacité à capter les informations. Donc, vous avez là, vous retrouvez l'ensemble de ce qui a pu être décrit dans ce modèle. Donc, si on poursuit notre exposé, évidemment, quand on parle d'hypersensibilité, c'est un peu un terme un peu générique, peut-être un peu fourre-tout parfois, mais en son temps, les spécialistes ont décrit différents types d'hypersensibilité. Première forme d'hypersensibilité qu'on peut retrouver, ce qu'on appelle l'hypersensibilité sensorielle. Si on reprend, vous voyez, c'est une manière de traiter, de manière intense, les stimuli sensoriels. Alors, les stimuli sensoriels sont de divers registres. Ça peut être dans la sphère auditive, intolérance au bruit fort, perception des sons faibles, difficulté avec les bruits de fond multiples. Cette hypersensibilité sensorielle peut relever aussi peut-être de type visuel, facilement ébloui, une fatigue visuelle, une sensibilité accrue aux lumières vives ou aux lumières clignotantes. Elle peut être tactile, gêne avec certains tissus, supports, gêne par les étiquettes de vêtements, contact physique inattendu, sensation. Vous voyez, je me souviens d'une personne qui me parlait du contact avec le sable, par exemple, et qui sentait, il pouvait décrire lui-même en disant voilà, je réagis très fortement à ce contact. Mes sens sont très en éveil et quand je suis en contact tactilement avec cette matière, eh bien, chez lui, c'était plutôt quelque chose de désagréable. L'hypersensibilité sensorielle peut être de type olfactive, donc la perception intense des odeurs, etc. Et puis, bien sûr, gustative, donc détection fine des saveurs, ou alors, à l'inverse, carrément, un dégoût, une aversion pour certaines textures alimentaires. À titre d'exemple, voilà, Emma, une petite fille de 7 ans, les parents d'Emma consultent car elle refuse de s'habiller le matin
Emma enlève systématiquement ses chaussettes, coupe les étiquettes de ses vêtements, elle pleure lorsqu'on la coiffe, à l'école elle se bouche les oreilles, à la récréation, trop de stimulation, trop de bruit. Le bilan révèle une hypersensibilité tactile et auditive. Donc après, adaptation et le vêtement en coton doux, bouchon d'oreille, lors de certaines activités. Par exemple, Emma se sent plus apaisée, son comportement s'améliore nettement. Autre forme d'hypersensibilité, on parle d'hypersensibilité émotionnelle, qui se caractérise par exemple par une intensité émotionnelle accrue. Les émotions sont plus fortes, des peines plus fortes ou des joies plus intenses. Comme on le disait au début de notre exposé, une empathie plus développée, un ressenti des émotions d'autrui aussi qui est bien plus présent, plus de réactivité tout ce qui relève des critiques ou face au conflit, besoin de temps de récupération plus particulièrement marqué à la suite d'événements émotionnels vécus comme forts, je ne dis pas forts, mais vécus comme étant forts.